Suite de cette édition spéciale, bien sûr, à propos du robot Philae qui est arrivé, qui s'est arrimé à la comète Chury, avec quelques questions encore, avec une inquiétude, mais en même temps une certitude. Le robot communique depuis la surface de la comète. Il n'est pas tombé sur le flanc, il est ancré, mais pour le moment, pas de photo de la comète, pas fameuse photo du panorama tel qu'on l'espérait. Philippe Hénarejos, merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef au magazine Ciel et Espace. Ces photos, est-ce qu'elles existent? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Il y a des photos qui ont été prises par quelques-unes des caméras qui font les panoramas autour de la comète. Donc, il y a 8 caméras sur ce robot laboratoire. Il y en a 7 panoramiques, donc qui couvrent 360 degrés autour de Philae, et une qui regarde vers le sol. Alors, ce qu'on a vu, c'est des photos de la caméra qui regarde vers le sol, donc qui ont photographié le site d'atterrissage pendant l'approche. Donc, avant de toucher. On va aller à Darmstadt, c'est le centre opérationnel de la mission. Peut-être qu'ils vont nous montrer les photos, justement. Working on all the data that they receive, which is why we have to postpone what we wanted to do here. Nous devons retarder les informations que nous avions jusqu'à présent pour avoir plus d'éléments jusqu'à 8 heures. Alors, si vous voulez avoir un verre de vin ou autre chose, faites-le, mais il faut attendre 20 heures pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup. Ben voilà, il faut attendre 20 heures pour en savoir plus, mais vous en savez plus et vous nous dites à cet instant qu'il y a des photos qui ont déjà été prises, mais qu'elles sont un peu floues. C'était un peu flou, et c'est un flou de bouger. Ça veut dire, alors au début on pouvait craindre que c'était parce qu'au moment d'avoir touché, puisque ces fameux harpons ne s'étaient pas déclenchés, ou ne se seraient pas déclenchés, ou n'auraient pas harponné la comète, hein, vous voyez toutes les hypothèses, on est dans les supputations, ça aurait pu vouloir dire que Philae était en train de repartir. Et que pendant son départ, les photos étaient prises et étaient floues à cause du bouger. Bon, c'est pas ça, puisque le module est posé sur la comète. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être éventuellement qu'avec l'impact, le module bouge un peu, il oscille un peu. Et donc, si vous prenez une photo, tout le monde connaît ça, dans des conditions de lumière un peu difficiles, si vous bougez en même temps que l'appareil, ça fait une photo floue. Donc, normalement, ces oscillations, si ça arrivait sur Terre, elles s'arrêteraient naturellement avec la gravité terrestre, qui finit par épuiser l'oscillation. Mais dans l'espace? Mais dans l'espace, et on est quasiment dans l'espace, puisque à la surface de Churyumov-Gerasimenko, Chury, qu'on appelle plus communément Chury, la comète. Comme ça. À la surface de ce petit corps céleste, Philae pèse l'équivalent d'1 gramme. Ça veut dire qu'on est quasiment dans l'espace. Donc, dans l'espace, si vous avez un mouvement comme ça, il peut continuer très, 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 très longtemps. Alors, il va finir par s'épuiser aussi. C'est peut-être ce qu'attendent les contrôleurs de vol, d'avoir une sonde un peu plus stabilisée. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que le sol lui-même de la comète ne soit pas tout à fait stable et qu'elle glisse un petit peu et que pendant les pauses, ça fasse un flou aussi. Ça, c'est une possibilité. Bon, là, on est dans beaucoup d'hypothèses quand même. Bien sûr, bien sûr. On attend quand même 20 heures, enfin, avoir des informations confirmées de la part de l'ESA. Parce que là, on fait beaucoup d'hypothèses quand même. Oui, mais ça indiquerait quoi? Parce qu'on ne sait pas sur quel sol allait se poser ce fameux robot laboratoire. Bon, c'est déjà, il faut le rappeler, 20 ans, 30 ans d'abord, un projet qui démarre dans les têtes il y a 30 ans, 20 ans de recherche, 10 ans pour faire tourner la sonde Rosetta, 7 heures pour faire atterrir le robot. Tout cela, c'est déjà un exploit extraordinaire. Et maintenant, on a touché le but et justement, on se demande de quoi est fait ce sol de la comète. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on a envoyé une sonde. C'est parce que c'est l'inconnu. On veut connaître l'inconnu. Et là, on y est en plein. C'est-à-dire, on ne sait pas, on vient de se poser, on ne sait pas sur quoi on s'est posé. Est-ce qu'on s'est posé sur de la crème catalane avec une croûte et derrière de la mousse qui s'enfonce? Est-ce qu'on est sur un sol partiellement dur? Est-ce qu'il y a un pied qui s'enfonce plus que l'autre? Est-ce que, au moment de l'impact, le fait que de la glace soit exposée par l'impact, soit exposée au soleil, elle se met à fondre et à dégazer et à faire un petit geyser? C'est peut-être que les photos sont floues parce qu'il y a de la poussière qui est tout autour et qu'il faut attendre que ça se dissipe. On est dans l'inconnu, mais on va le connaître puisqu'on est et c'est important de le connaître. Pourquoi? Parce que la comète, elle est composée des matériaux qui sont à l'origine du système solaire. Oui, absolument. Et donc on va apprendre à travers ce matériau de quelle façon
et composer le système solaire à son origine. C'est effectivement le but scientifique de la mission sur la durée, on va dire. Là, ces résultats-là, on ne les aura pas dans les heures ou dans les jours qui viennent. Ça va donner lieu à des analyses poussées, à des publications scientifiques, et ça va prendre des semaines, voire des mois. C'est effectivement le but. Mais déjà, avec toutes ces aventures-là que nous venons de vivre au cours de ces dernières heures, on a appris énormément sur les comètes. Sur cette comète en particulier, on ne savait pas tout ça. On n'avait pas la moindre idée. Là, on a de la télémétrie, c'est-à-dire des données chiffrées qui sont parvenues de Philae, qui ont montré ses mouvements, qui vont être dépouillées, analysées, qui vont nous dire sur quoi elle s'est posée, comment elle s'est posée. De toute manière, déjà, rien qu'avec toute la séquence que nous venons de vivre, on a appris énormément de choses sur les comètes qu'on ne savait pas encore quelques heures auparavant. Et du coup, ce travail qui a été fait, Claudia Agnoret l'évoquait, il est fait avec des matériaux d'il y a 15 ans, oui. d'il y a 10 ans. Et donc, y compris la qualité, la définition des images, elle va être ancienne pour nous. Et tous les matériaux qui ont été utilisés sont déjà anciens. C'est paradoxal quand on veut progresser sur le plan de la science. C'est le propre du spatial, c'est-à-dire que quand on construit un engin spatial automatique, il faut qu'il soit avant toute chose fiable. Donc même si vous le construisez aujourd'hui, vous n'allez pas prendre forcément la technologie la plus en pointe qui n'a pas été fiabilisée, mais vous allez prendre celle qui a peut-être fait ses preuves, bien sûr. Quelques années de retard. Donc, au moment où vous concevez l'engin, mais dont on est sûr que ça va fonctionner avec le froid, le chaud extrême de l'espace, avec le vide, avec des périodes d'hibernation très longues. Donc, on prend déjà une technologie plus fiable, donc moins innovante, au moment où on crée. Ensuite, il faut créer, il faut le fabriquer. Ça prend en gros 10 ans. Ensuite, là, dans ce cas-là, il y a 10 ans de voyage. Donc forcément, on arrive avec une technologie qui a 30 ans dans la vue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas de qualité. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque, pour le spatial, à l'époque où on a conçu l'engin. Et donc ça marche très bien quand même. En quoi on a progressé, par exemple, là-dessus, par rapport à ces 30 dernières années? Il y a des choses très différentes sur la définition des images, la sensibilité des capteurs, des instruments scientifiques, naturellement. Peut-être aussi la miniaturisation. Mais là encore, il faudra voir si les choses qu'on a fait ultérieurement sont suffisamment fiables. Sont suffisamment fiables. Alors Philae, on le rappelle, c'est la taille d'un réfrigérateur. Oui, à peu près. Et c'est quoi? C'est un petit réfrigérateur, celui qui fait 1 mètre de haut, que vous mettez sous votre plan de travail. Et c'est quoi, 100 kilos? C'est quoi? 100 kilos. 100 kilos, une tonne, mais quasiment dans l'espace, près de la comète, c'est 1 gramme. Voilà, c'est ça. Sur Terre, on subit une gravité importante parce que la Terre est très massive et que plus on met de la masse sous nos pieds, plus on est attiré. C'est pour ça que si on trébuche, on tombe et assez lourdement parfois. Par contre, sur la comète, si vous trébuchez, vous risquez d'être envoyé dans l'espace parce que c'est en gros la taille d'une montagne. Vous voyez, 4 km, c'est à peu près l'altitude du Mont Blanc. Imaginez le Mont Blanc qui se balade dans l'espace. Sauf que ça n'a même pas la densité du Mont Blanc puisque c'est pas des roches, c'est des roches mélangées avec de la glace et très poreux. C'est-à-dire qu'on a de la poudreuse, en quelque sorte, plein de microgravité, donc du vide à l'intérieur de la comète. Et donc ça, c'est une masse ridicule qui se compte pourtant en milliards de tonnes, mais c'est ridicule du point de vue de la gravité. Donc on est quasiment face à un vaisseau spatial naturel, on va dire, qui ne vous attirera pas beaucoup. Et donc le 1 gramme, 100 kilos, équivaut à 1 gramme à la surface de la comète. Alors, 8 caméras sur Philae pour avoir des images panoramiques, pour avoir les images de la descente sur la comète. Qu'est-ce qu'on va... Et puis un certain nombre d'opérations. Francis Rocard tout à l'heure disait, il y a une séquence automatique d'opérations scientifiques qui sont déjà programmées, forage, d'autres types de séquences et qui vont peut-être être modifiées en fonction de ce qu'on va trouver. Celui qui pourrait, la séquence, enfin l'expérience qui pourrait être le plus modifiée ou retardée, au vu de ce qu'on sait aujourd'hui avec toutes les questions que nous avons, c'est le forage. Parce que si ce problème d'ancrage persiste, c'est-à-dire Philae est posé, mais il est juste posé à la surface. Si vous voulez forer, vous allez appuyer, vous allez prendre votre perceuse, vous allez commencer à faire tourner le foret et à appuyer, à exercer une pression vers le sol. Qu'est-ce qui se passe par réaction puisque vous êtes quasiment en gravité zéro, en apesanteur? Vous remontez. Vous remontez.
au lieu que ça s'enfonce, surtout si c'est dur. Bon, si c'est de la mousse, ça va rentrer, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un peu dur, s'il y a des petits cailloux, de la glace un peu dure, ça va refaire remonter et donc ça risque d'éloigner le filet. Et ça risque de l'éloigner un peu. Alors ça ne va pas l'éjecter, mais par contre, ça risque de compromettre le forage. Donc il faut d'abord vérifier ça, si c'est possible. Le programmer ici, on va le programmer pour éventuellement modifier cette séquence de recherche, pour s'adapter au terrain qu'on trouve. Je ne suis pas sûr, mais à mon avis, c'est possible. Alors, le forage n'était pas dans la première séquence qui est en train de se dérouler actuellement. D'ailleurs, c'est la suite. C'est la suite. Avec une autonomie de 3 jours environ, une autonomie énergétique de 3 jours environ. Et ensuite, ce sont des capteurs solaires dont est équipé le robot qui permettront éventuellement de recharger le robot. C'est ça. Il y a une batterie spécifique qui a été chargée à bord de Rosetta pour faire fonctionner l'engin jusqu'à la descente et pendant 60 heures en tout, donc un peu plus de 3 jours à la surface. Mais cette batterie va s'épuiser, et elle va s'épuiser définitivement. Parallèlement, déjà a dû commencer la mise en charge des batteries auxiliaires grâce aux panneaux solaires qui font tout le tour des parois de l'engin. Donc ça prend un certain temps, c'est assez long, on est quand même assez loin du soleil, le rendement n'est pas fameux, donc il faut attendre, et d'ici quelques jours, ces batteries auxiliaires seront seront chargées. Elles vont se décharger quand on utilisera les instruments, et on va les recharger de nouveau, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Juste pour qu'on ait vraiment une dimension, vraiment une appréhension de cette opération et de sa portée, la roche, la comète, elle a 4,5 milliards d'années. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle a été un peu altérée en surface, la croûte de surface, mais tout ce qui se trouve en dessous et tout ce qui apparaît progressivement à mesure que la surface s'évapore, ça date de la création de notre monde. 4,5 milliards d'années. On est retourné ce soir par cet exploit à l'origine de notre monde, en quelque sorte. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. Vous allez rester avec nous, bien sûr. Alain Marchal arrive. Il va y avoir la conférence de presse du centre opérationnel de Darmstadt, justement, pour nous donner, on l'espère, ses premières photos, ou en tout cas les dernières informations sur cette mission historique. Retrouvez une seconde diffusion de 19h Hôtel Kiev ce soir à 23h sur la chaîne BFM Business. Vous regardez Grand Angle en direct sur BFM TV. À 22h, c'est le grand rendez-vous de reportage et de décryptage. Jean-Baptiste